et bonjour à toutes et à tous. J'ai hâte de vous parler d'aujourd'hui de la rivalité envers les populations touchées. C'est un sujet qui est très important. J'y ai travaillé personnellement pendant 5 ans dans mon travail de développement. Je suis le point focal pour l'équipe SAE du BHA pour expliquer pourquoi c'est une nouvelle séance pour les RIFSA. Ça a toujours été une composante, mais ça n'a toujours pas été explicitement est manifesté dans l'orientation SAE-RIFSA. Maintenant, on s'y focalise davantage parce que, comme tu... euh, maintenant, on a BHA et la rédactabilité envers les populations touchées à un foyer institutionnel. Et il se trouve dans le SAE lorsqu'on voit les mécanismes de retour des données. Et c'est aussi pour notre équipe de protection lorsqu'on examine la responsabilité en ce qui concerne la réactivité pour s'assurer que les plus marginalisés puissent accéder à des canaux de communication et puissent participer de manière significative. Donc, les objectifs de notre séance aujourd'hui sont vraiment comprendre la redevabilité des populations touchées. Pour certains, c'est un terme plus nouveau et on veut vraiment être sûr de bien comprendre les définitions et de comprendre quelles sont les attentes du BHA en ce qui concerne la rédavabilité envers les populations touchées et la population centrée sur les êtres humains. Et je sais que les partenaires ont de différentes approches pour les opérationnaliser dans les différents contextes. Il sera intéressant de savoir ce que vous considérez comme des défis clés, des bonnes pratiques. Ça exige penser de façon innovante. Parfois, ce n'est pas un système rigide auquel on s'attendra. On encourage des solutions novatrices, surtout dans les contextes de défis dans lesquels on travaille. Je sais que la plupart du temps, on fait cela. On déjà examine la redevabilité envers les populations touchées, mais on ne l'appelle pas par son nom. On veut s'assurer que ce soit bien compris et souligné. Pourquoi est-ce que la redevabilité est très importante? Elle est la base de tout notre travail. C'est comme ça qu'on garantit l'arrivée de l'assistance de qualité aux bons gens de manière efficace sans faire de mal. Peut-être qu'une intervention a des conséquences non désirées, mais ces retours nous aident à l'identifier comme nuisible dans le travail humanitaire. Il est correct que les questions de rédavabilité soient considérées à cause des environnements difficiles dans lesquels on travaille. Et c'est pour ça qu'il est important, d'autant plus important d'avoir un retour en temps réel, que la communication soit euh, importante et qu'on soit ouverte à cette communication. USAID, BHE et nos partenaires sont redevables euh, envers nous pour ex exprimer ce qui a été accompli aux contribuables des États-Unis, mais on est redevable aux personnes affectées par nos programmes, aux personnes que nous servons. Pour être au diapason, la redevabilité sociale. On en a parlé dans cet atelier. Vous avez été présent, vous vous rappelez cette séance, mais simplement pour souligner la différence entre la redevabilité sociale et la redevabilité envers les populations affectées, parce que les deux sont différents. Les mécanismes de redevabilité sociale se réfèrent à une grande
un grand éventail d'actions pour lesquelles les responsables de devoir doivent rendre compte. Et la redevabilité envers les populations touchées, là, il s'agit de permettre que ces populations puissent avoir un rôle actif dans la prise de décision pour s'assurer qu'on établisse des lignes orientatrices et des pratiques pour s'assurer que ces lignes directrices ne se perdent pas. Lorsqu'on établit un mécanisme pour les griefs et le retour, il faut penser à aux dynamiques utilisant les pouvoirs qu'on a, les attributions qu'on a de façon responsable pour s'assurer que les gens qu'on dessert se sentent à l'aise, que se sentent commodes. Il s'agit de la confiance, qu'il y ait une communication à double voix, qu'il y ait un mécanisme de retour et qu'on réponde à ce retour, qu'on ferme ce boucle de rétroaction. Et ça va augmenter la qualité de notre programme. Ce n'est pas seulement un droit de nos participants, c'est basé sur le droit. Ils ont le droit de influencer les processus, mais il s'agit aussi d'améliorer notre qualité, de s'assurer que toute notre programmation soit adaptée à leurs besoins. Donc, cette diapo est un peu écrasante. On ne veut pas vous inonder d'informations. Vraiment, son but est de vous montrer pourquoi on parle de la redevabilité maintenant et de où on vient. Ça a vraiment été une évolution, que vous le croyez ou pas. L'approche axée sur les êtres humains n'a toujours pas été présente et auparavant, on ne soulignait pas les besoins des mécanismes de retour, mais on a découvert qu'à travers tous ces événements qui ont eu lieu, par exemple en 1996, il y a eu une évaluation conjointe au Rwanda qui a souligné la participation des personnes affectées par les crises dans la redevabilité comme basique pour affecter la qualité de l'assistance humanitaire. Et aujourd'hui, on dit, ah, bien sûr, évidemment, c'était comme ça, mais en ce moment-là, c'était pas bien compris. Où se trouve-t-on maintenant? Les normes de base humanitaires soulignent l'importance de la redevabilité et à travers la communication de la programmation, à travers la compréhension de comment les participants peuvent l'alimenter et qu'on puisse répondre à ce retour. C'est pour vous montrer combien de choses sont incorporées dans cette sophistication de l'aide humanitaire. La redevabilité collective est quelque chose sur laquelle on parle souvent et c'est quelque chose que PHA veut pousser vers l'avant parce que l'approche collective est une réponse sur tous les contrats et ça regarde toute la communauté d'acteurs qui répondent à la crise. Il n'y a pas un seul modèle parfait pour l'approche collective, mais elle est personnalisée sur les besoins et le contexte. Mais ça veut dire que ces mécanismes de feedback par les partenaires de exécutants sont coordonnés et ils travaillent de manière collective pour que si un participant donne de la rétroaction à un partenaire d'exécution, il a l'assurance qu'il recevra une réponse où elle sera, où elle, il sera dérivé au bon partenaire d'exécution. Les attentes de BHA pour la redevabilité envers les populations affectées et décroissantes écrites dans la partie de urgence, mais avec l'actualisation du RIFSA,
on le voit plus clairement du côté RIFSA. Comment est-ce que les populations touchées, y compris les groupes les plus vulnérables et marginalisés, comment ils participent et ils jouent un rôle actif en ce qui concerne la planification, la mise en œuvre. Et il est important à signaler ici que on dépend trop des mécanismes de retour, ça marginalise davantage parce que le mécanisme de retour souvent dépend des formulaires ou sont en ligne et dans certains contextes, ça omet les plus vulnérables. On veut s'assurer d'avoir une variété de canaux de retour proactifs et réactifs. Donc, on veut s'assurer que les mécanismes de retour et d'information sont sûrs, accessibles et qu'on sait à travers nos questions quel est leur moyen préféré de communication pour pouvoir l'installer ainsi. Et aussi s'assurer que vous avez un canal confidentiel et que le retour que vous recevez est sûr et qu'il y a des protections en place pour ceux qui présentent des retours sensibles pour s'assurer qu'il n'y a pas peur de possibles répercussions. Que voulons dire par mécanisme de retour? On veut dire que c'est un mécanisme efficace qui soutient la collection et l'analyse et la réponse surtout au retour. Et ce qui est important pour pouvoir juger si votre mécanisme de retour est efficace et si vous pouvez ou pas traiter et gérer tous les griefs et retours que vous arrivent pour fermer le boucle de retour. La norme, c'est que si on ne ferme pas le boucle de rétroaction, ce n'est pas un mécanisme efficace et ça pourrait limiter la confiance quand on parle de fermer le boucle de rétroaction. Ça veut dire qu'une action a été prise et une réponse à cette action a été donnée. C'est un peu difficile lorsqu'il s'agit de retours anonymes, mais il y a des moyens de fermer les boucles de rétroaction avec les retours anonymes. Il faut beaucoup réfléchir pour développer des procédures standards d'opération pour savoir quel scénario est la meilleure action à suivre. Le, les défis communs vis-à-vis de la redevabilité normalement sont la socialisation de la redevabilité envers les populations touchées. Les participants doivent avoir une compréhension commune de ce qui constitue notre redevabilité envers eux. Parfois, le terme redevabilité ne se traduit pas bien dans le contexte dans lequel on travaille et dans ce scénario, il est important d'avoir la socialisation de la redevabilité et vraiment de pouvoir exprimer et de partager aux communautés que leurs retours seront répondus et leurs plaintes seront les bienvenues et ça ne va jamais empêcher la réception de services. Il y a des limitations des compréhensions. De notre côté, en quoi consiste la redevabilité, quelles devraient être les attentes et la standardisation, les catégories de retour et de plainte. Il y a plusieurs catégories parfois entre les différents partenaires. Ils ont peut-être de différents processus d'orientation vers les partenaires
la façon de traiter le retour est important et ça peut être un défi opérationnel si vous n'y accordez pas les ressources nécessaires. Il faut voir le budget. Fermer le boucle de rétroaction, le retour face à face n'est souvent pas documenté parce que il est informel, mais ça améliore la programmation. Il est convenable de le documenter. La même chose pour le retour anonyme. Utiliser l'information pour la prise de décision, il a été vraiment un défi pour ventiler les données et identifier les tendances et l'utiliser pour les décisions clés. Je pense que c'est une question clé en ce qui concerne les indicateurs de satisfaction. Il s'agit de comprendre le contexte dans lequel on donne le retour et de les valider. Dans beaucoup de ces scénarios, il n'y a pas de mécanisme pour répondre à ces plaintes, à ces doléances. Donc, s'il n'y a pas de suivi après une plainte ou un retour, c'est difficile quand il n'y a pas de mécanisme pour faire appel. Et un autre défi, c'est de tester la fonctionnalité des FRM, des mécanismes de réception des retours. Comment est-ce qu'on peut savoir si on a intégré les populations marginalisées? Est-ce que même les personnes jeunes ont pu soumettre les retours écrits? Il y a aussi des problèmes linguistiques à prendre en compte. Donc, c'est un problème vraiment compliqué. Et ce que nous essayons de faire avec cette attente, c'est que nous essayons d'atteindre ces populations marginalisées et d'établir des systèmes qui sont aussi inclusifs que possible. Un autre défi clé que nous avons observé, c'est que la programmation de mauvaise qualité submerge les mécanismes de réponse au retour des FRM. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de communication claire autour de la programmation, les bénéficiaires et les participants vont souvent utiliser le système de réponse au retour et cela peut submerger, peut surmener ce système. Et souvent, ces personnes volent seulement des informations de base sur la programmation. Donc, une façon d'éliminer ou d'atténuer ce problème, c'est de vous assurer que vous avez très bien communiquer avec les bénéficiaires et les participants sur ce que c'est votre programme. Et nous avons vu, surtout avec les programmes qui utilisent les transferts en liquide, si on a des problèmes avec la fonctionnalité des cartes de débit, par exemple, on va appeler le numéro du mécanisme de réponse au retour, mais ce n'est pas l'objectif de ce numéro ou de ce système. Donc, nous voulons éviter cela. Un autre défi, c'est que au sein de votre équipe, souvent, l'AAP se perd parce qu'il y a souvent d'autres obligations de suivi d'évaluation qui sont vues comme des obligations prioritaires. Mais l'AAP est partie intégrante de tout ce processus, de toute notre approche axée sur l'être humain. Donc, on vous recommande, c'est une recommandation d'avoir quelqu'un qui se focalise spécifiquement sur l'AAP pour éviter qu'on la perde dans les autres obligations de rapportage. Et il faut aussi avoir quelqu'un dans la salle qui va intégrer, qui va faire valoir les retours de la population que nous desservons, parce que cette population n'a pas souvent l'opportunité d'être là autour de la table où on va prendre une décision. Donc, les mécanismes de retour du BHA, quelles sont les attentes autour de ce mécanisme? Nous aimerions savoir comment est-ce que votre mécanisme recueille-t-il, surveille-t-il et traite-t-il en temps opportun les retours? Et ce que ça veut dire, le temps opportun va varier en fonction de votre définition et en fonction de votre contexte. Et comment est-ce que vous incorporez les commentaires des bénéficiaires tout au long de l'activité? Et comment est-ce que ça peut contribuer au suivi de la performance? Et comment est-ce que vous partagez ces résultats avec les bénéficiaires pour, encore une fois, compléter, fermer le boucle des retours? Et comment est-ce que, ou est-ce
qu'est-ce que c'est le contexte plus large qu'il faut prendre en compte? Est-ce qu'il y a, par exemple, un mécanisme gouvernemental qui est en place ou un système de grappe de réponse déjà en place? Parce que si un bénéficiaire nous donne ou donne un retour à un mécanisme, et ce n'est pas le bon mécanisme, ce n'est pas à prendre en compte cette plainte, il faut trouver le bon mécanisme pour la prendre en compte. Un autre aspect que nous aimerions connaître au niveau des retours et des données, de ces retours, comment est-ce que ces données sont organisées et agrégées et c'est quoi la procédure pour ce traitement des données? Tous ces aspects vont aider le BHA à comprendre notre niveau de responsabilisation envers nos publics. Sur la diapo suivante, vous avez quelques ressources clés parce que quant à la responsabilisation, la redevabilité envers les populations marginalisées, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de ressources qui sont disponibles dans le monde, mais ici, je vous ai donné 2 sites web qui sont pour moi les plus complets, les ressources les plus complètes pour trouver ces outils. Le premier, c'est une page de ressources du CHS et l'autre, c'est la page de ressources d'ALNAP. Il y a un portail où on peut facilement faire des recherches pour les outils que vous recherchez, surtout au moment où vous allez établir votre système de redevabilité. Voilà. Je vais briser la glace. J'ai 2 exemples et je voudrais entendre vos exemples, l'exemple que vous voudrez partager, parce que ça nous aide à penser à des façons créatives de, de nous assurer de faire le maximum pour créer cette confiance et pour s'assurer que le mécanisme des retours est une voie à double sens entre vous et la communauté. On a eu un DFAP au Niger et c'est ce qu'on appelait auparavant le RIFSA. Et ce qu'ils ont fait, c'était ils ont mis sur pied des comités de plainte. Ils ne les appelaient pas ainsi des comités de retour pour promouvoir cette entente avec la communauté. Et à l'intérieur de ces comités, le programme fournissait des téléphones portables qui étaient avec un crédit gratuit pour s'assurer que les communautés puissent les joindre à n'importe quel moment. Et il s'assurait que ces comités avaient une représentation significative de différents groupes. Et je voulais partager celui-là. Et aussi, ils avaient des chargés de redevabilité qui visitaient les communautés de façon régulière et leur parlaient pas seulement pour collecter des retours personnels, mais aussi des retours documentés. Ça, garder ouvert les communications à double voie et la confiance. C'est un exemple excellent pour ceux qui pourraient être peu accessibles à cause des téléphones portables pour des raisons financières, puisque le programme a fourni les téléphones et les crédits téléphoniques, ça a établi, et il a établi cette connexion permanente. Et la réponse au Venezuela, il y a eu une évaluation qui a été réalisée. Ils se sont rendus compte que beaucoup de participants étaient des enfants. Et par conséquent, ils ont réalisé une étude pour voir quel serait le canal préféré des enfants pour le retour, que ce soit écrit parce qu'ils sont plus jeunes, peut-être qu'ils ne peuvent pas le faire, mais il était en mesure de faire un dessin ou exprimer leurs pensées sur la programmation à travers cette boîte. Et cette boîte a été créée, comme exemple, vous la voyez sur la photo, pour être à la bonne hauteur d'un enfant, pour qu'un enfant puisse y accéder de façon facile et les enfants
ont contribué au dessin de cette boîte. Et ça a mené à beaucoup de retours des enfants qui étaient super utiles pour cette organisation qui ciblait cette population-là. Je vais m'arrêter là et je vais voir si d'autres personnes ici dans la salle vous veulent partager des exemples. Est-ce que c'est obligatoire d'intégrer la donnée de l'AAP dans le plan de suivi d'évaluation? Nous l'avons demandé, mais pour le moment, ce n'est pas une obligation formelle. Mais nous commençons à revoir l'utilisation de ces données AAP et ça vient du côté du suivi d'évaluation en fonction de comment vous avez établi votre mécanisme d'AAP. Mais ce que j'ai vu le plus souvent, le personnel du suivi d'évaluation vont traiter ces données de l'AAP et donc, pendant les premières étapes, avec le rapportage de ces données AAP, nous allons voir comment nous pouvons utiliser ces données pour informer notre prise de décision. Nous divisons cela dans 3 volets différents. Il y a la faible utilisation de ces données. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont les rapports qui fournissent seulement les informations de base sur le mécanisme AAP. Quels sont les mécanismes en place? Voilà, par exemple, nous avons 3 mécanismes, un numéro vert, un adresse mail, etc. Mais il y a très peu qui va au-delà des descriptions générales de comment ces données ont été utilisées, analysées et incluses dans le système de suivi. Et puis, il y a l'utilisation moyenne de ces données. Pour nous, cela veut dire qu'il y a un certain niveau de détail sur la redevabilité envers les populations impactées, y compris comment on va recevoir les retours, les feedbacks. Pendant la période du rapportage, il y a toujours une faible analyse. Peut-être on a le nombre de feedbacks qu'on a reçus ou peut-être seulement le nombre reçu de la part des hommes ou des femmes, mais on peut aller encore plus loin et encore plus efficace. Et ça, c'est l'utilisation forte de ces données. Donc, l'analyse devrait nous montrer comment ces retours ont mené à des améliorations du programme et comment cela a amélioré la qualité du programme. Et les données des résultats sont très importantes pour nous. C'est toujours bon de savoir que vous recevez des retours. Cela nous montre que votre mécanisme marche bien. Ça pourrait aussi indiquer qu'il y a des problèmes que nous pouvons résoudre à travers le mécanisme. Mais ce que nous voyons aujourd'hui un peu toujours, un peu partout avec les rapports, c'est cette catégorie d'une faible utilisation des données. Et dans le rapport, on répète seulement la description du mécanisme, mais la redevabilité va encore plus loin. C'est plutôt une question d'être adaptatif, de répondre aux retours en même temps qu'on les reçoit. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ce n'est pas une obligation, mais c'est comme cela que nous lisons les données de l'AAP qui nous sont fournies dans les rapports actuellement. Donc, nous pouvons passer à la dernière diapo. Donc ici, je voulais vous parler de quelques approches clés qu'on peut partager avec vous, des voies de communication proactives et réactives, le fait de répondre à des feedbacks difficiles, peut-être des feedbacks qui vont au-delà du champ d'application de votre résultat, les feedbacks anonymes ou en personne, et comment on peut fermer le boucle du feedback. Et nous voulons aussi autonomiser le personnel sur le terrain pour qu'ils comprennent comment réagir à ces feedbacks, à ces retours. Est-ce qu'il faut faire de façon formelle pour intégrer ces feedbacks dans le mécanisme de retour?